À partir du moment où on reconnaît, ce qui est une évidence, que l'ONU avait créé 2 États, et non pas un, alors la question se pose, pourquoi le 2e État n'a pas vu le jour? Et les nouveaux historiens là-dessus montrent comment une espèce d'alliance contre nature, si vous voulez, entre les dirigeants juifs d'un côté et de l'autre côté le roi Abdallah de Jordanie, qui avait à l'époque la seule armée arabe digne de ce nom, la Légion arabe, encadrée par les Britanniques, eh bien, le roi Abdallah et les sionistes se sont mis d'accord pour que la Légion arabe n'entre pas dans le territoire prévu pour Israël, et qu'en échange de cette gentillesse, si j'ose dire, les Israéliens lui permettent de mettre la main sur ce qui resterait, une fois le conflit passé, du territoire prévu pour l'État arabe de Palestine. Et effectivement, comme vous le savez, la Jordanie a annexé la Cisjordanie. Et l'Égypte a mis la main sur la bande de Gaza. Donc, les nouveaux historiens montrent qu'il y a eu une espèce de complot, j'aime pas trop le mot, mais disons pour aller vite, entre une partie des dirigeants arabes et les dirigeants de l'agence juive pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Ça, c'est déjà très important. Deuxièmement, la question de savoir si les Palestiniens, les 800 000 Palestiniens qui ont fui volontairement ou ont été expulsés, est évidemment, pour la question du droit au retour, un problème décisif. Donc, si vous voulez, il y a 50, 60 ans maintenant de manipulation autour de cette question. Et ce qui est important, et c'est pour ça que je fais ce livre, c'est qu'avec les nouveaux historiens israéliens, arrive une version de l'histoire qui était connue. C'était celle des Palestiniens et des historiens arabes, dès les années 60. Walid Khalidi, par exemple, qui expose ce plan d'expulsion. Mais là, on a toute une palanquée de preuves qui sortent non pas de l'imagination de tel ou tel, mais des archives de l'État d'Israël lui-même, de son gouvernement, de son armée, des journaux des dirigeants israéliens de l'époque, des dirigeants sionistes de l'époque. Donc on a une masse de preuves tout à fait considérable. Et du coup, on va sans doute y venir, mais on a eu en Israël, à partir de 1987 et de l'arrivée des premiers livres des nouveaux historiens, une percée de ces idées dans le débat à la fois universitaire, mais aussi dans le débat politique et idéologique. Alors ce qui est très intéressant en Israël, c'est au fond, quand les premiers livres sortent, des nouveaux historiens, en 87, 88, 89, 90, c'est d'abord un débat uniquement dans les universités, entre chercheurs, entre historiens. Et puis, un certain nombre de journaux, je ne dirais pas de gauche, parce que ce ne sont pas des journaux de gauche, mais des journaux, disons, libéraux au sens anglo-saxon du terme, comme Haaretz, le grand quotidien israélien, s'emparent de ces débats et les font connaître. Et puis, petit à petit, les idées des nouveaux historiens commencent à essaimer dans la société israélienne, au point par exemple que lors du 50e anniversaire de l'État d'Israël en 1998, on a une série télévisée qui s'appelle Tekouma, Renaissance, qui est projetée toutes les semaines, et que les Israéliens suivent évidemment en masse, et tout d'un coup arrivent 2 émissions consacrées à 1948, et on parle d'expulsion et on voit des images d'expulsion. Et c'est un choc, parce que pour la plupart des Israéliens, ce qu'ils avaient appris de cette histoire, c'est que les Juifs avaient accepté le partage, les Arabes l'avaient refusé, et ils avaient fui. Et donc tout d'un coup, ils s'aperçoivent que les Arabes avaient refusé le partage, pour des raisons qu'on peut imaginer sans mal, que les dirigeants sionistes avaient accepté, mais dans l'espoir qu'une guerre leur permette d'obtenir plus, c'est-à-dire plus de territoire et avec moins de Palestiniens dedans, et surtout que cette expulsion massive ait été démontrée. Alors ça, c'était un choc. Alors, malheureusement, les débats historiques ne sont pas sans rapport avec les débats politiques. Donc si vous voulez, la percée des nouveaux historiens dans l'opinion, dans les débats politiques, médiatiques, etc., a été largement freinée, voire à certains moments cassée, par l'échec du sommet de Camp David en juillet 2000 et par la seconde intifada qui radicalise les positions de part et d'autre et donc renvoie une grande partie de l'opinion israélienne dans les bras, j'allais dire, d'Ariel Sharon. Donc c'est sûr qu'il y a une période difficile pour les nouveaux historiens à cette époque. Ce qui est quand même frappant, c'est que malgré tout, les idées sont passées. Et Sébastien Boussois, qui a fait la postface de ce livre, c'est-à-dire qui a fait une enquête en Israël auprès des nouveaux historiens, mais aussi des anciens,
pour montrer l'état du débat. Ce qui est frappant dans son texte, qui est tout à fait remarquable, je le dis sincèrement, c'est qu'on voit combien les anciens historiens, non seulement ne s'accrochent plus à leur version complètement obsolète, dépassée, qui n'a plus d'arguments, de l'histoire traditionnelle, mais qu'en plus ils ont le sentiment, alors que c'est eux qui sont au pouvoir en Israël, qui sont au pouvoir dans les universités, qui sont au pouvoir dans l'essentiel des médias, ils donnent le sentiment d'une espèce de citadelle assiégée. C'est comme si les nouveaux historiens étaient partout en train de faire refouler les thèses des anciens historiens. C'est très exagéré. Quand on va en Israël, c'est les thèses traditionnelles qui restent les thèses officielles, y compris dans l'enseignement. Mais quelque chose s'est passé. Et alors, ce que je peux vous donner comme exemple, qui est un exemple formidable, c'est qu'en 99, donc sous Ehud Barak, à l'époque, il y a eu un nouveau manuel d'histoire pour les lycées. Et dans ce manuel, je ne dis pas que c'était un manuel fait par des nouveaux historiens, pas du tout, mais dans ce manuel, on fait état des découvertes des nouveaux historiens dans les archives. Donc du fait que les rapports de force, contrairement à ce qu'on disait, étaient favorables aux armées juives dès 1947, qu'il n'y a pas eu de divine surprise, de miracle, il y avait un rapport de force écrasant, militaire et stratégique. Deuxièmement, on retrouve tout à fait dans ce livre l'idée que Israël n'a pas voulu la paix. En 1949, dans les négociations de Lausanne, on a juste signé les protocoles qu'il fallait pour pouvoir être admis à l'Organisation des Nations Unies, mais ensuite on a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de paix. Et troisièmement, surtout, que les Palestiniens ont été expulsés. Tout ça s'est retrouvé dans le manuel de 1999. Dès que Ariel Sharon arrive au pouvoir en 2001, le premier geste de sa ministre de la Culture, Limor Livnat, c'est de supprimer ce manuel et de le remplacer par un ancien manuel. Donc on voit bien les organisations des Nations Unies, mais ensuite on a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de paix. Et troisièmement, surtout, que les Palestiniens ont été expulsés. Tout ça s'est retrouvé dans le manuel de 1999. Dès que Ariel Sharon arrive au pouvoir en 2001, le premier geste de sa ministre de la Culture, Limor Livnat, c'est de supprimer ce manuel et de le remplacer par un ancien manuel. Donc on voit bien les enjeux qui sont des enjeux tout à fait passionnants. Ce qui domine, c'est la confusion la plus totale. Quand on lit les manuels d'histoire d'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien si l'ONU a créé l'État d'Israël ou si elle avait créé deux États, le deuxième n'ayant pas vu le jour et a été dépecé entre Israël, l'Égypte et la Jordanie. On ne comprend pas comment l'exode des Palestiniens s'est produit, quelle a été la cause ou quelles ont été les causes de cet exode. Bref, on ne s'y retrouve pas. Je pense même, et ça ne concerne pas que la question de la naissance d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Quand on regarde l'histoire coloniale telle qu'elle est enseignée, quand on regarde la manière dont on parle de la guerre d'Algérie, etc., on est frappé de, je dirais, un certain analphabétisme des manuels scolaires, ce qui est quand même paradoxe. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à faire. Ce que je me demande, c'est si cette confusion, elle naît d'une méconnaissance de l'histoire de ces événements, et notamment des travaux des nouveaux historiens, mais enfin qui quand même aujourd'hui, 10 ans après mon premier livre, et celui d'Ilan Greisamer un peu après, est quand même connu dans les milieux historiques, enfin normalement des historiens les connaissent, ou bien si cette confusion est le reflet d'une certaine crainte de rentrer dans les débats. Parce que, et c'est ça qui me frappe, si vous voulez que je le dise clairement, je le dis clairement, en Israël, la bataille autour de l'écriture, de l'histoire, de la naissance du pays,